savez qu'on est retransmis en Facebook Live. On n'entend pas, vous ne m'entendez pas? Hey. De toute façon, c'est pas pour moi que vous êtes là ce soir, de toute façon. Vous en foutez ce que je vais dire, donc... Bien, alors, est-ce que c'est bon, la technique? On peut lancer le Facebook Live. Bien, alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, oui, je peux le dire ce soir. J'ai le plaisir et l'honneur, ça fait drôle hein, quand même d'être à côté d'eux, mais j'ai l'impression d'avoir affaire à des stars. Et là, on a eu une petite... voilà, on a eu une petite... série de photos là, voilà, c'est agréable, hein? Ouais, c'est agréable, ouais. Et donc oui, Boualem et Steph, ce soir à l'université d'Automne du SNUIPP, de l'AFSU SNUIPP. Alors ça peut paraître étrange comme ça, on se dit on est dans des conférences pendant 3 jours, où on discute métier, on rencontre des chercheurs, on discute pédagogie, c'est vachement sérieux, enfin voilà. Et puis ce soir, eh bien, on a... Eh bien, ce soir, ça ne sera pas sérieux. Eh bien, ce soir, ça ne sera pas sérieux, et on va se faire une petite soirée avec... on va se faire un petit pas de côté, on va essayer de prendre un peu de hauteur, et puis d'essayer de parler métier, parce qu'on va parler métier, mais on va essayer de comprendre comment ces 2 personnes à côté de moi sont devenues des stars de nos écoles, parce que on va essayer de voir d'où ils viennent et comment ils ont créé Jean-Jacques Lemague, puis Parents-Prof Lemague, puis Boualem et Steph, comment ils ont créé leur histoire. Mais surtout, on est tous, moi la première, dans mon école, depuis Jean-Jacques Lemague, et puis après avec Parents-Prof Lemague surtout, on s'affichait, et vous êtes certainement nombreux, la couverture de Parents-Prof Lemague dans la salle des maîtres. Je dois le dire souvent, à côté du panneau syndical et des infos syndicales. Donc voilà, hein, quand même. Et ça nous faisait du bien. Et puis on se partageait, qui n'a pas partagé sur sa page Facebook les productions des publications de Boualem et Steph pour se faire du bien, parce qu'on est dans un métier où on ne rit pas tous les jours et on a besoin effectivement de pouvoir en rire à certains moments, mais surtout... Ce qui est important, et je pense que c'est ce qui va ressortir de la discussion qu'on va avoir avec la salle, c'est que dans vos publications, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous avoir ce soir avec nous, c'est qu'il y a toujours beaucoup de justesse dans vos propos, et ça reflète toujours ce que l'on vit dans notre quotidien. Donc c'est important pour nous. Alors d'abord, parce que je vais quand même vous laisser vous parler, c'est important de savoir d'où vous venez, et surtout comment vous avez... Alors Steph, il va vous raconter, mais il est issu d'une famille enseignante avec que des enseignants dans la famille, voilà. Boualem, tu vas nous raconter aussi ton parcours et surtout comment ces 2-là, en fait, ont réussi à un moment donné, un jour, ils vont peut-être vous raconter la vraie histoire. Moi, je la connais, mais est-ce qu'ils vont la raconter ce soir? Je ne sais pas. Comment ils ont créé leur première publication, quoi, et comment c'est parti. Et voilà, je vous laisse parler. Bonsoir à tous. Déjà, merci Guylaine, on est vraiment ravis d'être ici. On voulait remercier le FSU SNUIPP pour l'invitation. On remercie l'organisation. Mais vraiment, depuis hier soir, je suis sidéré par l'organisation. Et puis, mais vraiment, on est vraiment content de partager ce moment avec vous. Et c'est ce qu'on se disait ce matin avec Guylaine en préparant, c'est que nous, on a, Boualem et moi, aucun recul sur ce qu'on fait. En 10 ans, c'est la première fois qu'on rencontre des enseignants et avec qui on va pouvoir échanger maintenant et après. Donc on est vraiment content d'être là, donc merci à tous. Bonsoir tout le monde. Merci de nous accueillir. Je ne vous cache pas que c'est assez impressionnant. En fait, c'est la première fois qu'on fait un exercice de ce type-là avec autant de monde, donc soyez assez indulgents. Moi qui suis un petit peu différent parce que je ne suis pas dans le monde enseignant, mais je suis très, très curieux de voir un peu, de pouvoir échanger avec vous tout au long de la soirée. On s'est rencontrés, Boualem et moi, en centre de loisirs, parce qu'on est animateurs BAFA tous les deux, donc notre origine vient de l'éducation populaire.
On est animateur, directeur de centre de loisirs, etc. Et à un moment, la ville de Charleville-Mézières, puisqu'on est ardennais, a eu la mauvaise idée de nous associer alors qu'on ne se connaissait pas. Il y a des Ardennais? Il y a un 08 là. Oh mon Dieu! Et donc la ville de Charleville-Mézières nous associe, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on avait des compétences en vidéo chacun de notre côté pour mener des ateliers vidéo. Et donc on se connaissait très peu. Et très vite, moi je me suis dit, ce mec va me faire rire. Mais vraiment. Et pour aller très vite, donc moi j'avais déjà écrit un bouquin aux éditions Retz, à un moment je dis à Boilem, tiens, mais je vais renvoyer un manuscrit chez Retz, a priori il va être édité, etc. Et on commençait à se dire, oh, ce serait bien un jour qu'on fasse un livre d'humour ensemble, et c'est arrivé assez vite en fait. Bonjour, on l'a fait courte. Hein. Ouais, là c'est un énorme raccourci, mais c'est vrai que notre humour a accroché assez rapidement. On avait plus ou moins les mêmes visions de travailler avec et les jeunes et pour les jeunes. Et du coup, l'éducation populaire nous a aidés à naviguer dans ces eaux-là. Et donc voilà, vous voyez derrière et Stéphane dans le Castellet, et puis moi avec mon petit ballon de foot, étant gamin. Et donc lui, on a toujours eu cette fibre de travailler avec et la jeunesse et pour la jeunesse. Et l'humour nous a réunis et depuis on 10 ans qu'on écrit, mais un peu plus longtemps qu'on se connaît, on ne se lâche pas de manière quasi quotidienne. Et le premier livre qu'on a écrit ensemble, c'était non pas un livre d'humour, donc là-dessus on s'est trompé, c'était un livre de pédagogie qui s'appelait Conduire sa classe aux éditions Retz. Et j'étais plutôt sur la partie pédagogique et Boilem plutôt sur la partie vidéo, puisque le livre était composé de 30 chapitres qui donnaient des conseils pratiques pour les enseignants. Et Boilem préparait 30 films filmés dans ma classe de CP-CE1. Et donc on a écrit pendant un an, mais on en avait marre, mais ça devenait insupportable à la fin. Parce que travailler le dimanche sur la pédagogie, moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, à un moment on était en overdose. Donc on riait. Entre les chapitres, on riait. Puis on se racontait des bêtises, etc. Puis on après on buvait un coup, etc. Et à un moment, on s'est dit, tiens. C'est surtout pas. Et donc, on parodiait ce qu'on faisait. Et à un moment, on s'est dit, il faudrait qu'on en fasse soit un livre, un manuscrit, un site internet, etc. Et donc, je ne sais pas pourquoi. À un moment, on s'est dit. Je sais pourquoi, c'est l'alcool. Oui, l'alcool nous a aidé, mais non, on avait déjà écrit des articles sur un site. Pardon? L'alcool, c'est les Ardennes. Oui, c'est vrai. Et ça tient chaud, puis c'était l'hiver et tout ça. Et oui, on écrivait beaucoup. Ce site, voilà, Jean-Jacques Lemag. Mais je me demande si sérieusement, on s'en est jamais reparlé, si le prénom Jean-Jacques ne vient pas de Jean-Jacques Rousseau. Ce qui est d'une prétention. En se disant, t'es papa, je suis prof, on va parler d'éducation, donc on va l'appeler Jean-Jacques. Enfin, c'est très mauvais. Et donc là, vous voyez, je crois que c'était la première version du site en une toute petite dizaine d'années. C'est ça. Et en parallèle, puisqu'on voulait quand même écrire de l'humour, parce qu'on a quand même une énorme passion pour l'écriture et la blague, on a préparé un manuscrit dont vous allez voir la première version. À gauche. Qui s'appelait donc « Je suis un mauvais professeur des écoles ». À l'époque, on s'appelait Jean-Jacques Lemag. Et alors, vraiment, on ne savait pas écrire. Nos blagues n'étaient pas drôles, les textes n'étaient pas drôles, c'était vraiment de mauvais goût. On était très grossiers aussi. On l'est toujours. Non, on ne l'écrit plus. On était très grossiers. Et le manuscrit commençait par uniforme à l'école, 2 points, et si on osait le nazisme. Dis donc. Et ça expliquait, donc on se moquait déjà du ministère, etc. Et on disait, quitte à mettre l'uniforme à l'école, autant y aller sur le nazisme. Parce que le nazisme peut avoir un côté sympa. On l'a envoyé à tous les éditeurs spécialisés en humour. Et on a reçu une proposition des éditions Jungle. Donc là, on a eu de la chance. On a travaillé avec eux, on s'est rencontrés assez régulièrement, on a travaillé avec eux, on a réappris à écrire d'une meilleure façon. Donc de là est sorti Le Bonheur est dans le Préau. Et on a eu une soirée inauguration à laquelle on était invité pour présenter Le Bonheur est dans le Préau, en présence du
du patron de la maison d'édition, qui s'appelle Moïse Kissous, et qui nous a direct dit les gars, super le livre, par contre, dès la première vanne, partir sur le nazisme, moyen. Puis en fait, depuis, En fait, ce qu'il voulait nous faire comprendre, mais il avait raison, c'est que l'humour, c'est un apprentissage. Et il nous expliquait qu'on ne peut pas arriver comme ça avec des blagues violentes si les gens ne savent pas qui vous êtes. Mais ça, nous, on ne le savait pas. Et on en parlait tout à l'heure, le premier article de Jean-Jacques Lemag, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas les réseaux sociaux. Moi, j'avais même pas Facebook, on ne savait pas ce que c'était. Le premier article de Jean-Jacques Lemag, c'était « Maquillons ensemble une femme voilée ». Et c'était 5 fois la photo d'une femme voilée, et un texte expliquait comment on maquillait une femme voilée. Et je suis retombé dessus, mais déjà, c'est pas drôle. C'est de très très gros clichés, très... On a quand même, franchement, on s'est pas mal amélioré depuis, on a réappris, on s'est autant censuré sur beaucoup de choses, parce que on essaye d'alterner, de se dire oh, t'es sûr de ton coup là, on sait jamais, ainsi de suite, mais ouais, c'est vraiment un long apprentissage qui nous a permis maintenant d'écrire à peu près correctement. Au moins de réfléchir avant d'écrire. Voilà. Je vais juste vous poser une question, parce que quand on a préparé, on a beaucoup parlé d'écriture, et là tu viens de parler d'écriture, et ce qui est peut-être important pour la salle, c'est ce que tu dis on ne connaissait pas les réseaux sociaux. Actuellement, vous avez produit pas mal de livres, pour vous c'était l'écriture qui était vraiment le plus important, c'était pas le reste en fait. Nous, les réseaux sociaux, on y est par accident. Alors, c'est surprenant ce qu'on va dire, mais on n'y est pas très heureux, en fait. Comment dire ? Nous, au départ, on voulait exister seulement en livre, parce que l'écriture en livre, en littérature, nous donne du temps. Donc, on a le temps de réfléchir à nos textes. Notre idée, c'était de produire régulièrement, mais avec des textes et puis des formes un petit peu réfléchies. Les réseaux sociaux, on est à la fois hyper fiers de la communauté qu'on a réunie, parce que les gens qui nous suivent, pareil, on s'en parlait tout à l'heure, c'est d'une qualité dans les commentaires, mais ça on y reviendra après, mais c'est vraiment une très très belle communauté. Mais en même temps, l'algorithme des réseaux sociaux, le cynisme des réseaux sociaux, c'est un milieu qui est assez violent, où nous on voudrait, puis nous on est quand même assez vieux aussi, autour de 50 ans, c'est pas un univers dans lequel on est vraiment à l'aise. Nous, on est vraiment à l'aise en livre, en littérature. Et notamment les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage au final. Et on est dans une boucle où on est obligé de produire régulièrement, quotidiennement, et de qualité, si possible. Alors que, comme dit Stéphane, on prend plus de temps à l'écriture d'un manuscrit, ça peut prendre une année, mais on a le temps de se voir, de réfléchir plus calmement. Alors que là, il y a des moments où c'est des articles minutes, où il faut qu'on ait des temps de travail ensemble, en juillet ou pendant les petites vacances ou autre, pour se dire tiens, il faut qu'on essaie de prévoir des articles pour dans 6 mois, pour dans 8 mois, qui seront peut-être pas diffusés parce que l'actualité aura complètement évolué. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est devenu on y est par obligation, parce que pour se faire connaître et puis pouvoir dire ce qu'on pense et un peu le dire de manière humoristique. Mais voilà, notre premier bonheur, c'était l'écriture de livres. J'enchaîne. Fifi. Alors Fifi, en fait, pour tout vous dire, l'année dernière, notre grand témoin à l'Université d'Automne, c'était Philippe Mérieux. C'était Fifi. Et on a fait une blague, c'est-à-dire qu'on s'est pris en photo, je me suis prise en photo avec Philippe Mérieux, et je lui ai dit, Philippe, on l'enverrait bien à Boilem-Estèphe. Donc à l'époque, vous n'étiez pas, vous étiez encore parent prof le mag. Et il me dit, ah ouais, pas de souci, quoi. Et je me suis dit, tiens, et donc je commençais à en parler avec lui, puis il m'a dit, ouais, je les adore, je les aime bien. Et c'est vrai que c'était un personnage récurrent, vous avez plusieurs personnages récurrents, on pourra parler de Céline Alvarez aussi, mais là, c'était pas pareil avec Philippe Mérieux, il y a un côté, c'est un côté que vous avez vachement sur la bienveillance, ouais, et donc là, j'ai compris, en fait, avec Philippe Mérieux, il y a vraiment une vraie histoire, en fait. Ah, c'est presque une histoire d'amour entre Philippe Mérieux et nous. Ah, c'est après, hein.
On l'a rencontré à Charleville-Mézières, Philippe Mérieux, quand on écrivait notre deuxième livre, donc, qui s'appelait Parents-Prof. Et il est beau, Fifi. Et donc avec Boilem, on va le voir. Boilem et moi, qui au passage avons pris 25 kilos, je pense. C'est énorme. C'est énorme, c'est le cas de le dire. Des cheveux blancs. Donc on va voir Philippe Mérieux, on lui dit voilà, on s'appelle Parents-Prof, on aimerait faire des blagues avec vous dans notre livre, est-ce que vous êtes d'accord? Et alors je pense un petit peu avec humour, Philippe Mérieux nous regarde comme ça en disant d'accord, mais quel type de blague, comme ça un peu froid pour nous déstabiliser. Et la réponse complètement idiote qu'on lui donne, c'est nous on aimerait un poster de vous pour pouvoir marquer en couverture, à l'intérieur, poster de Philippe Mérieux. Il a bien compris la blague, mais il nous dit en quoi est-ce drôle? Donc là, moi, je deviens tout rouge, je suis mal à l'aise, parce que je suis un grand timide, et je lui dis, mais c'est parce que quand j'étais petit, je lisais OK Podium. L'exemple que tu as donné. Et je lui dis, donc, pour vous, Philippe Mérieux, vous seriez un peu comme Jeanne Masse. Et là, il a eu une réponse magnifique, il dit, bah, écoutez, je serai votre Jeanne Masse. C'est quand même Philippe Mérieux. Et le lendemain, parce que c'est quand même quelqu'un d'une grande élégance, le lendemain, il a envoyé des photos de lui et il nous a dit « Faites ce que vous voulez avec moi, je ne veux même pas relire les textes. » Moi, je trouve que c'est d'une élégance, mais... Et donc, j'avais oublié le... Voilà. Et alors, je crois que c'est ça, c'est Parents-Prof numéro 2. Non, c'est le numéro 1, pardon. C'est quand on a écrit le texte, qu'on avait fait un featuring avec Jules. Non, c'est pas celui-ci. Si, c'est ça. On a mélangé Jules et... On avait fait un featuring Jules, Philippe Mérieux sur des textes. Un concept. Et alors, je crois que sur la page d'après, on lui a proposé de participer à Parents-Prof numéro 2. Ouais, alors, et non, lui, ça c'est encore Parents-Prof. À un moment, on lui dit... Mais c'est vrai. On lui dit, Philippe Mérieux, on aimerait bien travailler avec les cahiers pédagogiques, mais on n'arrive pas à les contacter. Est-ce que vous pourriez nous aider? Donc Philippe Mérieux nous met en lien avec, je ne sais plus son prénom, mais je voudrais la remercier, mais je ne l'ai plus en tête, la directrice des cahiers pédagogiques. Donc on met Philippe Mérieux en copie par mail et on explique aux cahiers pédagogiques qu'on voudrait faire une couverture, mais avec un homme en slip. Donc pareil, les cahiers pédagogiques nous demandent pourquoi, et on leur explique, voilà, nous on a une idée, c'est la blague, c'est la zone proximale de développement. Donc pareil, Philippe Mérieux, il nous suit. Et alors normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'image que vous avez à droite avec le téléphone ou celle d'après, mais je crois que c'est celle d'après. On écrit une blague sur les neurosciences, parce que moi, 2N m'énerve copieusement. Et Mérieux... Merci. Voilà, c'est celle d'après. Et Philippe Mérieux, pardon, a repris toute la page, a réécrit tous les textes en disant « c'est pas assez mordant, vous pouvez y aller encore plus ». Et alors, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est la page d'avant, ou non, c'est celle-là, je crois, il a refait tous les textes. Et c'était donc la boîte à cuisse Philippe Mérieux, et il a tout repris. Donc en fait, on a une page complètement écrite par Philippe Mérieux. Je trouve que c'est classe, quoi. Et donc, tous les mois, on s'évertuait à lui rendre un petit hommage en faisant des fausses couvertures. Et il y avait toujours un petit mot sur Philippe Mérieux, les conseils beauté, les régimes, préparer son corps pour l'été, et ainsi de suite. En fait, quand on n'avait pas d'idée de blague pour les couvertures Parents-Prof, moi j'ai des tas de magazines féminins à la maison, je me disais Philippe Mérieux, 2 points, je prenais Biba, Grazia, etc. Je faisais ouais, crème beauté, c'est bien, allez. Philippe Mérieux, mes secrets de crème beauté, puis voilà, donc c'était comme ça. Et c'est vrai que je parlais de Céline Alvarez aussi, enfin il y a eu une période, parce que vous avez beaucoup déconné sur Philippe Mérieux, ça a été un personnage récurrent, on l'attendait d'ailleurs à chaque fois la blague sur Philippe Mérieux, et puis vous avez arrêté d'en faire des blagues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel moment vous vous dites, bon, ça y est, ce personnage-là, on va passer à un autre et on va essayer de déconner sur quelqu'un d'autre. En fait, on s'est appelé Jean-Jacques pour se moquer des profs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à force de travailler l'axe pédagogique avec Boilem, puis certains travers de mes collègues, moi, m'énervaient un peu le côté... je me prends au sérieux, me fatiguer, donc on a inventé Jean-Jacques pour se moquer des profs. Parents-profs, c'était pour mettre ensemble les parents et les profs, parce que on n'a pas d'intérêt de rire entre nous, donc on voulait faire rire aussi les parents. Et puis, et à un moment, on s'est dit, on va arrêter avec les parents et les profs, parce que, on pourra en parler tout à l'heure, mais tout va tellement mal
à l'école, je trouve, qu'on s'est dit on va s'appeler Boilem STF et on va raconter ce qui se passe à l'école, mais au monde entier, quoi. Et on veut même plus que ça concerne que les parents, on trouve ça tellement grave. Donc ça veut dire qu'on a arrêté les couvertures parents-prof, on a arrêté de traiter Philippe Mérieux, etc. Parce que Philippe Mérieux, c'est drôle, mais ça ne concerne que les profs. Et quand on fait du pastiche, si on n'a pas la référence, et puis on fait de l'humour communautaire, donc c'est drôle, mais celui qui n'a pas la référence passe pour un, on va pas dire un abruti, mais quelqu'un qui n'a pas la blague et c'est pas heureux. Alors tout à l'heure, juste avant de passer à la suite, tout à l'heure on disait qu'en fait on n'aimait pas les réseaux sociaux, évidemment on y est bien, mais là derrière ça il y a le travail d'un éditeur, d'une éditrice, d'une équipe, d'un maquettiste, d'un graphiste. On peut aller très loin dans des livres, que sur les réseaux sociaux effectivement on est obligé d'aller dans l'instantanéité. Et puis si on n'est pas dans l'émotion, on nous demande même d'aller dans les larmes et dans le sang, c'est un peu l'expression qu'utilisent certains spécialistes des réseaux sociaux pour faire du buzz, et nous on ne veut pas. Nous on veut durer, on veut être dans l'humour crétin mais calme, on ne veut pas créer de polémique, etc. Donc c'est vrai qu'on a plus, je trouve, un humour de livre que de réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de dérives qu'on ne supporte pas, et l'un et l'autre. Et même sur nos réseaux perso, on est très très peu actifs au final. Et le danger, c'est ça, c'est de toujours être sur le qui-vive, même des publications qu'on peut faire assez simples. Il y a des moments où on se dit, bon, ce soir il y a tel public, il faut qu'on fasse gaffe, il va falloir qu'on modère énormément parce que ça peut vriller à ce moment-là. Et c'est vrai, tout ce qui nous insupporte, c'est ça, c'est cette dérive qu'il peut y avoir derrière chaque chose qu'on va pouvoir mettre sur les réseaux et de la façon dont ça peut être en plus par moments récupéré. On a déjà eu le cas sur certains de nos articles où il y a même des réseaux sociaux d'extrême droite qui nous qui avaient récupéré carrément, qui avaient partagé un article sans savoir que c'était de la parodie, mais ils avaient juste lu le titre, qui était à l'époque une enseignante accusée d'avoir une jeune enseignante accusée d'avoir transmis un savoir. Merci. Et ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux d'extrême droite, sans aller le lire, sans s'apercevoir que c'était vraiment de la parodie puis de l'humour. Et c'est un article écrit en 5 minutes, parce que j'étais avec des collègues maîtres formateurs, et un maître formateur ou une maître formatrice disait à des étudiants, quand un enfant pose une question, on ne donne pas la réponse. Il faut que la réponse émerge, on fait de la maïeutique, etc. Moi je me dis, à un moment c'est bon, quoi. On commence à me saouler. Je rentre à la maison, c'était encore l'époque Jean-Jacques. Tu parles plus fort. Pardon. Là, vous m'entendez. Voilà. Je rentre à la maison, je fais un article sur, mais écrit vraiment à la va-vite, une enseignante accusée d'avoir transmis un savoir. Et l'article, je crois, explique que l'enseignante termine en prison parce qu'elle a répondu à un enfant qu'à la question quel fleuve traverse Paris, l'enseignante répond la Seine, donc la police pédagogique est arrivée, parce qu'elle n'a pas fait le maïeutique et elle va en prison. Enfin, l'article est débile. Je crois retweeter des milliers de fois. L'article, il a, je ne sais plus combien de centaines de milliers de partages. Et c'était le Front National à l'époque qui nous avait dit « Allez-y les gars, défoncez les pédagogues qui sont des salles islamo-gauchistes, rejoignez le Front National, etc. » Et ouais, énormément de réseaux sociaux, que du Front National d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui a relu, qui s'est dit « bon, c'est peut-être pas bon ». Et on en discutait quand on dînait tout à l'heure. On parle réseaux sociaux, on parle production de textes et tout. Et il y a un truc qui est quand même intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas des influenceurs. Et pourtant, vous êtes vachement présents sur les réseaux sociaux, en tout cas, effectivement, dans une communauté peut-être. Et ce terme-là, c'est intéressant de savoir aussi pourquoi vous ne voulez pas être influenceur. Bah, t'as vu sa tête. T'as vu la tête des influenceurs. Va vendre de l'huile pour barbe, toi, avec une tête comme ça. Non, parce que c'est pas du tout notre ADN. En fait, on n'est pas venu sur les réseaux justement pour vendre ou se dire tiens, on a des produits à placer ou quoi que ce soit. Et évidemment, oui, on a des livres, mais même sur les réseaux sociaux, on a l'impression que quand on parle d'une actualité éditoriale ou autre, on a l'impression de trop demander ou de trop ennuyer les gens
sur, au cas où on a un livre qui sort ou quoi que ce soit. Donc, nous, c'est vraiment pas notre ADN. On essaie de partager le plus de réflexion et de bêtises possible en même temps. Et on a déjà été approché pour faire de la vente, pour produire des choses et pour vendre. Mais, on l'a systématiquement refusé parce que c'est pas du tout ce qu'on sait faire et c'est pas là où on veut aller. Donc, ouais, on va pas être là, tiens, mon produit beauté du matin, c'est ça, ou non, pas d'accord. Sachant donc, mais on le dit parce que ça nous tient à cœur de le dire, en 10 ans, on ne s'est jamais payé 1 centime avec les revenus qu'on a sur Internet. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse revenu? Ouais. Est-ce qu'on peut la faire maintenant? Ouais, c'est maintenant. Elle est pas très drôle. Hein. Je vais essayer d'être très, très rapide. Sur Internet, entre septembre et décembre, il y a un revenu publicitaire qui est assez haut, comme dans les médias, la télévision, etc. D'habitude, depuis 10 ans, entre septembre et décembre, on gagnait à peu près 1 500, 2 000 euros par mois de revenus publicitaires sur le site, ce qui est pas mal. Cet argent-là, on le met de côté. Et puis, entre janvier et juin, on ne gagne pas grand-chose. Et on achète des ordinateurs, des téléphones, des logiciels, des numéros de série pour les logiciels, etc. Là, au mois de septembre, on vient de gagner 40 euros, je crois. Enfin, au final, ça fera 40 euros après impôt, au lieu de 1 500. Parce que, vous savez, accepter les cookies pour parler anglais, ça nous détruit. Parce ça veut dire qu'on n'a plus de revenus publicitaires parce que les gens refusent les cookies. Plus la crise économique, etc., ce qui fait qu'on n'a plus 1 euro. Alors en fait, on dit toujours ouais, vous cartonnez, vos articles sont partagés, tout ça. En fait, on a de moins en moins de visites sur le site parce que nous, on tient à avoir du texte et les textes sont de moins en moins lus, mais ça, c'est pas très grave. Et puis, par contre, on peut encore tenir jusque décembre 2024, je crois, on a calculé. Et après, il faut qu'on trouve des solutions. Mais en même temps, comme on est vraiment 2 têtes de con, nous, on ne veut pas faire de la publicité pour de l'huile à barre, parce qu'on nous a proposé la semaine dernière, mais on ne veut pas faire de publicité pour tout le réseau EdTech, vous savez, les espaces numériques de travail, enfin tout l'entrisme libéral du numérique dans l'école, à chaque fois on a refusé. Et je peux vous dire qu'on serait riche. Oh, et là, par contre, on pourrait investir dans du matériel, etc. quoi. Mais, donc tout ça pour dire qu'à un moment dans l'année, on fera un appel aux dons, vous savez, par Tipeee. Je pense qu'on fera peut-être après les fêtes. C'est hyper important pour qu'on survive. Parce que sinon, sinon on disparaît. Mais on n'est pas les seuls, hein. Je crois que les cahiers pédagogiques sont en grand danger financier, etc. Donc voilà, c'était la petite minute pas très drôle. Alors, il en faut de temps en temps enfin voilà, il faut aussi replacer les choses et c'est important aussi de dire que effectivement vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. Surtout pas. C'est important aussi que tout le monde soit au courant aussi du mode de fonctionnement que vous avez parce qu'on ne peut pas forcément savoir. Moi, ce qui m'a toujours, je le disais tout à l'heure par rapport à Philippe Mérieux, mais ce qui est toujours assez spectaculaire dans ce que vous faites, c'est qu'il y a toujours, je l'ai dit en introduction, une justesse des choses. Et alors, je vais prendre un exemple récent cette semaine, pas encore très drôle, mais bon, voilà. On était dans un moment, et d'ailleurs vous l'avez très bien dit sur votre site, il y a un moment donné on ne peut pas rire, donc on ne va pas faire de blagues. Et vous avez repris là sur ce que je disais en introduction, sur justement sur l'annonce de Macron là sur les cours de cuisine et tout ça. Et vous avez fait un article qui à la fois été drôle et je ne sais plus, c'était tu sais ce que c'était quoi? C'est mon poireau. J'ai un trou de mémoire. Tu sais où tu peux te le mettre, mon poireau. Qu'est-ce qu'on est fin. Voilà. Tu sais où tu peux te le mettre. Voilà. Et c'était parce que je ne sais pas si voilà. Le contexte, c'est la dépêche AFP qui dit qu'en gros, Macron veut que les enfants reconnaissent une betterave, je ne sais pas quoi, d'un fenouil, une betterave d'un fenouil, voilà, c'est ça. Et donc le texte, en fait, quand on lit le texte, c'est-à-dire qu'on voit d'abord l'accroche avec le titre, on a forcément envie d'aller lire, et le texte, il est à la fois drôle et juste parce qu'on est dans ce moment d'hommage et que clairement dans le texte, vous dites, mais c'est pas concevable de pouvoir
proposer ce genre de choses à quelques jours de ce qui vient d'arriver. Et il y a toujours, c'est ce qui marque quand même vos productions, c'est qu'il y a toujours en fait une réalité et une justesse qui est importante. Encore qu'on arrive à une période, on arrive tellement dans le paroxysme de la débilité qu'on fait même une chronique qui s'appelle Chronique de l'EN ordinaire, où là je m'exprime en tant que prof, à la première personne, quand on ne peut pas aborder des sujets qui sont tellement idiots, parce qu'on ne peut pas faire de la parodie de quelque chose qui a priori est déjà parodique. Emmanuel Macron, en fait je vais tout vous dire, Guylaine m'envoie un SMS quand j'étais chez le kiné mercredi, elle m'envoie ça, moi j'étais allongé, je regarde ça, et je me dis tiens, Guylaine fait des blagues, elle m'envoie des idées de blagues pour le site. Puis après, il y a un deuxième SMS, elle me dit j'en ai marre, regarde, je t'envoie la dépêche, etc. Et je me dis mais non, c'est pas possible. Donc en fait, nous, on ne peut même plus rire. On est obligé, et pour autant, avec Boilem, on ne veut pas être donneur de leçons, donc on n'aime pas trop donner notre avis, on aime bien passer par le médium du rire. Mais là, il y a des moments, il faut qu'on fasse des chroniques à la première personne où on donne un peu notre avis, bon, avec humour, parce qu'en fait, on est démunis devant des propositions pareilles. Et le pire, c'est que c'est que le début, je crois. Ouais. Alors, j'enchaîne sur le changement de nom. Ouais, vous avez parlé tous les deux de Jean-Jacques, de parents-prof, et puis Boilem et Steph. Donc, comment vous expliquez à chaque fois ce changement de nom et ce que ça provoque, parce que visiblement, vous avez des réactions à chaque fois. Pour continuer sur ce que disait tout à l'heure Stéphane, il en a déjà parlé, mais c'était une évolution naturelle de notre côté. Au début, on tape un peu plus sur les profs, et c'est comme ça que moi j'ai plus appris à connaître les profs, et que Stéphane aussi s'est détaché, été moins mordant aussi sur les profs, c'est comme ça qu'on évolue l'un et l'autre. De là, on s'est dit, parents-prof, on va réunir ces deux univers-là, puis c'est faire quelque chose de constructif. Parce qu'au final, le public entre les deux, et les parents et les profs sont les enfants, et on est toujours dans ce domaine-là. Et puis là, plus récemment, on voulait avoir plus de liberté et parler de ce que nous, on pense, on ressent, puis élargir un peu plus le spectre pour sortir un peu de cet environnement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous suivent, et il y en a de plus en plus, non-enseignants aussi, et on disait qu'il faudra peut-être qu'on essaie d'ouvrir à ce public-là aussi. Et puis à chaque fois, bizarrement, à chaque fois qu'on a fait un changement de nom, ça a provoqué par moments des réactions assez inattendues, en passant de Jean-Jacques à parents-prof, au niveau du Jean-Jacques, c'est nul, les parents ça pue, ça fait chier, c'est pas fait. Bon, après, c'est le dernier changement de nom. Après, oui, là, on arrête. On ne changera pas de non, promis, on arrête. Puis on aura plus d'idées, on ne saura pas comment on va s'appeler l'autre. Mais oui, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, des réactions que ça peut provoquer. Là, c'est une autre des preuves qui fait qu'il y a des moments où on est sur les réseaux sociaux, on essaie de le gérer au mieux, on a une très très bonne communauté, mine de rien. Mais par moments, ces réactions-là nous irritent pas mal, c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, c'est bien de se foutre un peu de aussi. Tout à l'heure, justement, on parlait d'apprentissage de l'écriture. Puisqu'on n'est pas fan des réseaux sociaux, on s'est quand même dit, on a un site internet, et ça, on tient à avoir un site internet, même si ça aussi, ça coûte très très cher. Et ça, il faut qu'on s'en parle aussi d'ailleurs, parce que notre site internet, il va nous servir de laboratoire. Donc en fait, on apprend à écrire sur le site. On apprend à faire des textes longs, des textes courts, des visuels, etc. Et il y a quelques années, au début, on se disait que voilà, mais là, on va écrire un texte, on va donner notre avis. Mais est-ce que les gens qui nous suivent vont être intéressés par notre avis? Et si on n'est pas d'accord, est-ce que c'est grave? Enfin, une question d'auteur, mais ça, nous, on ne savait pas. Et à un moment est arrivée Céline Alvarez. Et je me souviens, c'était un dimanche, et on en parlait avec Boilem. Et avec Boilem, on se disait... Avec Boilem, on se disait, elle nous énerve. Mais on ne savait pas pourquoi, mais elle nous énervait. Et on avait en plus des collègues qui nous disaient, elle est vachement bien, elle fait des conférences, les gens ils se déplacent, ils sont 1000 personnes à Bruxelles ou je ne sais pas où le dimanche, ils viennent, tu vois pas, c'est génial tout ce qu'elle dit, puis elle fait de la pédagogie Montessori. Et les gens qui disaient ça étaient des enseignants de maternelle, qui
qui est enseignant depuis 30 ans et qui faisait un très bon travail en maternelle. Quoi. Mais ils avaient besoin de s'entendre dire par Céline Alvarez, qui faisait du bon travail. Donc ça nous a énervé. Donc à un moment, on s'est dit comment on le traite. Et là, on débutait. Et ça nous a complètement échappé. Parce que ça, c'est extrait d'un article où on a fait 10 parodies des lois naturelles de l'enfant, qui était le vrai titre. Et à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment, Boilem, tu as dit « on va refaire son ragréage ». Et donc, il y a une couverture de livre, c'est les lois naturelles pour refaire son ragréage. Parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un ragréage. Et donc après, il y a eu les lois naturelles pour réussir sa moussaka, etc. Et là, c'est un des premiers articles qui nous a marqué parce que, en fait, dans les commentaires, les gens commençaient à écrire un truc qu'on adore, c'est « les gars, vous êtes vraiment cons ». Et ça veut dire, il y a tout derrière, vous êtes cons. Ça veut dire, vous dites les choses, vous ne vous prenez pas trop au sérieux, et puis vous avez suffisamment de recul pour dire les choses. Quoi. Et puis votre contenu est un peu con. Mais moi, je trouve ça vachement bien, quelqu'un qui dit vous êtes un peu con. Et après, alors je crois qu'il y a eu un deuxième article sur elle qui, pareil, nous a complètement échappé, qui était... c'est quoi l'émission d'Alain Chabat? Donc Burger Quiz, donc c'était Céline Alvarez, Céline Dion ou les deux. Ouais, voilà, c'est ça. On a passé un dimanche, mais je vous jure, il y a des moments dans les Ardennes, c'est horrible. Il pleut, on travaille toute la semaine. Avec Boilem, on est là le dimanche chez moi, et on écoute, mais je vous jure, c'est vrai. Boilem, il écoute Céline Dion, il note. Moi, je lis Les lois naturelles de l'enfant, je l'ai lu 2 fois. Mais vraiment. Ce qui veut dire que je l'ai acheté en plus. Et en plus, j'ai écouté je me souviens, elle était interviewée par Patrice Cohen sur France Inter. Enfin, elle était dans tous les médias. Je me suis tout tapé. Et après, on s'est retrouvés en fin d'après-midi avec Boilem, puis on me disait, ben ça, moi, elle a dit ça, moi, elle a dit ça, tout ça. Et c'est devenu Céline Alvarez, Céline Dion ou les deux. Mais la déferlante de commentaires, et là, pareil, à un moment, ça nous échappe. On ne répond plus. En général, ceux qui nous suivaient disaient plutôt, ouais, vous avez raison, quoi. Mais quand bien même on n'aurait pas été d'accord, c'est pas grave. Au moins, on a proposé quelque chose, nous, c'est un point de vue. Et puis, mais Céline Alvarez, ouais, ça a été quelque chose. Et pour elle aussi, puisqu'à un moment, elle nous a tweeté « Vous êtes pathétique ». Et après, je crois qu'elle nous a bloqués. Hein. Et là, on est bloqués. Comment ? C'est un honneur d'être bloqué par Céline Alvarez. Ça fait un peu. Mais, ça l'applaudit quand même. Être bloqué par Céline Alvarez. c'est pas très élégant de parler d'elle si elle ne peut pas répondre. Mais pour moi, Céline Alvarez, elle représente tout ce que je. Mais c'est elle en tant que ce qu'elle produit, pas en tant que personne. Elle représente tout ce que je déteste dans ce que devient l'éducation. C'est le néolibéralisme, c'est des personnes qui ne sont pas du terrain, qui se permettent d'exprimer ce qui se passe sur le terrain. C'est des idées toutes faites pour les parents. C'est une passion pour les pédagogies alternatives qui sont bien quand on a déjà de l'expérience et puis en gros, comme dirait ma mère, fais de quoi tu causes et puis après tu pourras causer, quoi. Et... Il y a des moyens que très très peu de personnes ont. En plus, je suis en train de me rendre compte que je me réénerve sur Céline Alvarez alors que je vais peut-être me calmer en fait. Hein. Alors ça, on l'a déjà dit. Ah bah, à rentrer en musique. Alors... Alors je vois, on est en 2018, c'est ça, je vois pas. Hein. Si. Alors voilà, c'était ce que j'étais en train de chercher. Je crois que c'est la première rentrée en musique de Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque m'énervait déjà depuis 1 an, mais je crois que c'était la première fois qu'il avait dit on va faire une rentrée en musique, etc. Et là pareil, c'est vraiment tout ce qui j'allais dire me dégoûte, mais c'est vrai quoi. On ne fait pas une rentrée en musique quand on perd des postes à l'éducation nationale, quand on nous fait bosser avec des moyens aussi pourris, on ne sort pas la trompette pour dire c'est la rentrée en musique. Et alors je ne sais pas comment est venu l'article sur le hard rock. Je ne sais plus trop, mais c'était peut-être au sortir du cabaret vert ou quelque chose comme ça. C'est ça. On a vu ça. On a un grand festival musical par le Misère, c'est très très renommé. Et on y avait travaillé, il me semble, cet été-là. Oui, c'était l'été dans lequel on y avait travaillé. Et de fil en aiguille, au moment où on a commencé à parler tous les deux de la rentrée en musique, on s'est dit, pourquoi pas faire comme si c'était un espèce de festival, et puis on est parti là-dessus. Et là, par contre, c'est typiquement l'article, on en a quelques-uns, c'est comme tout à l'heure, on s'était fait recruter par l'extrême droite. Là, c'est typiquement l'article qui est pris au premier degré.
où on a reçu une avalanche de commentaires, de messages, de tweets, etc., en disant bah, pas normal, les enfants en maternelle, les oreilles sont à peine développées, qu'ils vont déjà avoir du rap rock, etc. Mais je crois que c'était peut-être le premier parce qu'on n'a pas compris. Et là, on est typiquement, je suis en train de parler comme les jeunes, je dis typiquement hein, dans chaque phrase. Typiquement, l'article, pareil, qui est pris au premier degré, où là, on a reçu énormément de mails, dont un d'un journaliste qui nous a demandé plus d'infos sur ce fameux grand oral en maternelle, sachant que vous retournerez voir l'article qui est toujours disponible, mais il est d'une connerie l'article. Je crois que c'est un jury qui demande à un enfant de grande section de s'exprimer, de revoir les termes du management, enfin je ne sais plus ce que c'est. Et là pareil, team premier degré. Alors celui-là il est un petit peu différent. Comme je suis maître formateur, j'interviens à l'INSPE à Charleville-Mézières et c'est une collègue professeure à l'INSPE qui m'envoie un SMS un soir en disant « Stéphane, c'est horrible, mes étudiants m'ont demandé ce matin si, quand on gagnait la télé-réalité d'M6, on pouvait ne pas passer le concours. » et la question était posée au premier degré. Et c'était de l'EDM, enfin, je ne sais plus quand est-ce que c'était le concours à cette époque. Et donc, je suis intervenu le lendemain, on leur a expliqué, on a bien rigolé, quoi. Mais, Alors après, il y a des... Comme ça, il y a quand même des publications qui, à la fois, vous échappent, mais en fait, vous faites dépasser par la réalité. Et celle-là, elle est exceptionnelle quand même. C'est sur au moment où vous parodiez sur les... Elle a fait le tour, parce qu'on était quand même dans une période vachement compliquée où il fallait qu'on vérifie les autotests, parce que c'était quand même la période très très complexe. Et l'article d'à côté, c'est pas vous, quoi, en fait. Ah non, voilà, c'est ça. Non, celui de droite, c'est pas du tout nous. Hein. C'est appris dans le Figaro Mag. Et alors que nous, comme d'habitude, on est parti d'une bêtise côté gauche qu'on avait reçue de mémoire. C'est Guillaume, quelqu'un de très bien qui s'appelle Guillaume, qui a fait les illustrations d'un de nos livres, qui nous a envoyé ça un matin très tôt. Et puis du coup, c'était repris au premier degré, comme pour certains articles. Et là, Figaro. Donc c'est un peu plus problématique. Sur la partie journalistique, c'est un peu... Et la même semaine, mais là on n'en est pas fiers, la même semaine on avait fait Camoulox à l'Éducation nationale avec le Covid, et on a été cité par Cyril Hanouna dans TPMP. Et là, mais l'horreur. Je crois que j'aurais préféré encore. Non mais Cyril Hanouna. La consécration, quoi. Alors après, il y a un truc qui est... Voilà, tu viens de dire, il y a Guillaume qui vous avait envoyé un truc, et donc vous faites quelque chose, et c'est quand même super important, c'est que vous ne partez pas de rien, vous partez quand même de beaucoup de publications, de choses qui vous sont envoyées. Alors, il y a un truc qui me fait mourir de rire à chaque fois, parce que c'est du vécu, c'est à chaque fois, c'est les conneries des gars de la mairie. Enfin, les gars de la mairie, c'est le truc qui est récurrent, et que, quand à la rentrée, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Ils ont mis, ils ont monté la poignée à l'envers, ou ils ont... Il y a un certain nombre de trucs, et ça, c'est vachement important, parce que vous avez... Alors, il faut que vous me disiez... Non, c'est sur celui-là. Si. Pardon. C'est après. Vas-y, zap. C'est encore après. Ah, c'est là. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est des vrais trucs, quoi, qui vous arrivent. En fait, quand on disait tout à l'heure qu'on n'aime pas les réseaux sociaux, c'est parce qu'on n'aime pas se montrer, on n'est pas influenceur, on n'aime pas jouer le rôle d'influenceur. Donc rapidement, on s'est dit avec Boilem, regarde, on reçoit de plus en plus d'images de la communauté. Donc ça a commencé il y a 3-4 ans, au milieu de Parents Prof. Ce genre d'image, on en reçoit, et par contre là c'est une vraie fierté de savoir de mesurer la confiance que la communauté nous fait. Ce genre d'image, on en reçoit une centaine par jour à peu près. Dans les 100, on en garde... non, qu'est-ce que je dis ? Une centaine par semaine. Dans les 100 reçus par semaine, on en garde quelques-uns. Et là, on en a pour 2 ans d'avance. Et moi, je trouve ça hyper émouvant de savoir qu'à un moment... il n'y a pas que des enseignants d'ailleurs, des personnes se disent tiens ça je vais le prendre en photo, je vais l'envoyer aux deux cours d'internet
Je trouve ça hyper émouvant. Et on a donc des gars de la mairie, là il y en a pour 2 ans, les Perles, la Fashion Week, enfin il y en a plein. Et on a un petit peu élargi parce qu'on aime bien l'idée en fait que nos réseaux sociaux servent à ce que les gens viennent le soir, prof, pas prof, etc., se marrer sur des sujets un peu légers, mais dont le contenu est en grande partie amené par les gens qui nous suivent. Et là en ce moment on a lancé, c'était les noms de médecins ridicules. Et plusieurs personnes nous ont dit, tiens, moi, mon médecin s'appelle Dr Bobo, je vous le dis, mais je vais prendre la photo de sa plaque. Je vous l'envoie la semaine prochaine parce qu'il faut que j'aille la prendre, etc. Donc ça veut dire qu'en ce moment, un peu partout, quelques personnes vont prendre des photos pour que ça fasse rire tout le monde. Et nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans les réseaux sociaux, c'est rassembler pour rire ensemble et surtout pas diviser comme on le voit trop souvent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que des courriers de parents d'élèves, on en diffuse, mais très peu, pour pas non plus tomber dans le racisme social qui consisterait à dire les parents ils sont cons, ils ne savent pas écrire, tout ça. Donc à chaque fois comme les pères d'élèves, on ne se moque pas des élèves, c'est vraiment quand on est dans un cadre, une réponse très poétique ou complètement surréaliste, etc., qu'on diffuse. Avouez qu'une frongite, un enfant qui a une frongite, nous on le diffuse avec plaisir parce que c'est pas se moquer de la personne, c'est beau, je trouve c'est poétique d'avoir une frongite. Et alors si je peux ajouter un petit truc là-dessus, qui est quand même révélateur, ça on en reçoit de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il y a une belle confiance. Avant, quand on recevait, parce qu'on pareil, nous on débutait sur les réseaux sociaux, les gens nous envoyaient une photo et marquaient, au meilleur des cas, merci. Non, même pas, bisous. Et je me disais, c'est bizarre, les gens nous écrivent, ils disent pas bonjour, parce que c'est une convention sur... Vous avez remarqué, on reçoit des messages par SMS, par WhatsApp, tout ça, on n'a pas de bonjour. Bon, c'est tout. Moi je suis vieux, je me dis, a priori je dirais bonjour, mais c'est pas grave. Depuis 2 ans, vous verriez le nombre de messages qui accompagne ce type d'image avec les garçons, merci de nous faire rire, vous êtes notre Temesta, vous êtes l'antidépresseur, sans vous, j'aurais pas démissionné, je vais pas bien, etc., etc. Ah ben voilà, c'est ça. Et là, tout à l'heure, j'ai regardé les emails, pareil, on a encore reçu plein aujourd'hui. Donc je me dis, ça aussi, c'est révélateur du malaise qu'on a, c'est que ce type de message, on en reçoit une dizaine par jour, de personnes qui ne vont pas bien. Ouais, même pas, on l'a dit. On peut peut-être revenir au... Ouais, c'est une Alvarez. Revenons à Céline Alvarez. Tu veux dire qui c'est, Mich? Donc toujours pour continuer sur notre amour pour Céline Alvarez, pour ce qu'elle représente en tous les cas, dans le parent-prof, le premier parent-prof qu'on a sorti, on en a fait un article, on a demandé à une amie enseignante de jouer le rôle de Sandrine Alvaro, et on s'est amusé à écrire des textes sur ses soins cheveux, ses soins chez le coiffeur, avec la formule « parce que je le vaux bien », parce qu'on part du principe qu'elle enfonce des portes ouvertes tout le temps. Et tout au long de l'article, il est peut-être pas là. Non, c'est pas là. Il y avait des choses où on parlait des miracles que Sandrine Alvaro faisait, notamment un enfant aveugle retrouve la vue grâce à Sandrine Alvaro. Et on s'était amusé de plein de choses comme ça. Tu peux complètement oublier ça. Et ça, vous voyez, par exemple, à travers ça, on voulait vous donner des exemples concrets. Florine, qui est prise en photo en ce moment, qui joue le rôle de Sandrine Alvaro, on a fait ça dans un CFA, avec des apprentis coiffeuses. Donc on a travaillé avec un CFA pour cette photo-là. La maquette, elle a été faite par la maquettiste de Télé 7 jours, parce que l'éditeur qui nous a donné les moyens a demandé à la maquettiste de Télé 7 jours, pour qu'on soit vraiment dans un environnement magazine féminin, de faire le travail de maquette. Donc vous voyez, quand on est dans le livre qui sort en librairie, on a vraiment les moyens pour travailler et faire des belles choses, quoi. Tout comme les gars de l'Amérique, vous allez voir normalement après ou avant. Ah, celui-là, il est bien aussi. Donc ça, c'est un roman photo qu'on avait fait dans Parents Prof numéro 2. C'est ma directrice d'école que vous voyez. Malek, un copain. Et à travers ça, c'était l'histoire d'amour entre l'éducation populaire et l'éducation nationale.
un mot contrarié, puisque l'éducation nationale ne reconnaîtra jamais les compétences qu'on développe dans l'éducation populaire, etc. C'est toute notre histoire au Franca et dans l'éduc-pop. Et puis après, évidemment, Au théâtre. je ne sais plus du tout comment on a fait. Là, on s'était rapproché d'une salle de spectacle à Charleville-Mézières. On avait réussi à avoir un contact en interne et on avait demandé à des copains, les 4. On est 3, 4. Ouais, ça. Les 4, c'est juste des potes à qui on a dit tiens, ça te dirait de faire une connerie avec nous sur un de nos livres. Ils ont accepté. La mairie nous a mis à dispo la salle de spectacle, donc avec une scène et ainsi de suite. Et on a passé une après-midi à faire nous-mêmes le shooting d'ailleurs. Mais le texte est d'un niveau érotique, j'avais compris. Et même moi, j'ai chaud. Alors par contre, à la place des gars de la mairie, en fait, notre première idée, c'était sexy les fonctionnaires. On avait contacté tous les corps de la fonction publique, de la poste à l'armée. J'ai une passion pour les uniformes, en fait. Et on voulait faire une magnifique double page avec pour rendre sexy la fonction publique. On n'a eu aucune réponse. Et puis des refus. La SNCF, à un moment, on m'a dit d'arrêter de les appeler, tout ça. Et c'est dommage, parce que pour une fois, on voulait faire un truc beau quoi, sur les fonctionnaires, comme on n'y est pas arrivé. Donc ça, on a un petit peu parlé. Et nous arrivons à la fois la fin de l'intervention et à ce que nous allons devenir. Quand je disais tout à l'heure, on n'a plus de sous, on a changé de nom au mois de janvier, donc ça veut dire un nouveau site internet. Donc on appelle notre prestataire internet et on lui dit on voudrait un nouveau site. On n'a plus d'argent. Est-ce que tu peux nous faire un crédit? Le Julien Chaumont de la société Évotion à Chaumont, en Champagne-Ardenne, est un mec en or. Il nous a dit, les gars, j'aime tellement ce que vous faites, je vous offre le site. Donc le site coûte 4 000 €. Hein. Il nous l'offre. Donc on est gêné, on lui dit, il faudra qu'on te rembourse. Hein. Bon. Il nous a dit, vous rembourserez plus tard, donc on sait ce que ça veut dire. Quoi. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on change pour durer parce qu'on a envie de continuer longtemps. Donc si on résout ou résolve, on s'en fout. Hein. Si on trouve une solution à nos problèmes d'argent, on a envie de continuer longtemps. Pour autant, on est toujours très frileux sur les réseaux sociaux, donc c'est pas pour autant qu'on va devenir des influenceurs. Et on veut vraiment pas. On pourrait résoudre nos problèmes d'argent en faisant des publicités pour des marques, etc. Non, on n'a pas envie. En même temps, on vieillit et on a envie de contenu un peu plus continu, mais avec des contenus un peu plus matures. Ce que vous voyez là, c'est 3 ans de travail. Alors là, je l'ai travaillé tout seul, puisque c'est un roman. En fait, c'est mon premier roman. Écrire un roman à 2, c'est impossible. Donc avant, j'ai dit à Volem, écoute, je vais prendre un peu mon temps. Et voilà, donc il s'appelle FDP. Il est parti d'un... Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des sujets qu'on ne traite pas sur Parents-Prof. La mort de Samuel Paty, on ne la traite pas. Et la mort de Christine Renon en 2019. Moi, m'a tellement choqué que j'ai dit à Volem, il est hors de question évidemment de faire de l'humour. Et à un moment, j'ai décidé d'en faire un roman. Parce que je trouve que ça mérite. On ne peut pas traiter ça en un article. Donc en fait, ça c'est l'histoire je suis parti de l'histoire de Christine Renon pour construire c'est une comédie. C'est un roman. Ceux qui l'ont dit ont même dit qu'il y avait du suspense, etc. Mais Christine Renon, elle est celle qui m'a aidé à construire toute l'histoire que j'appelle la FDP. Alors la FDP, qu'est-ce que c'est? On vit tellement des choses horribles, nous les enseignants, tout type d'enseignants, enfin ce qui se passe à l'école me terrifie tellement. Des fois je me dis, je pense souvent à ça quand je pense à Christine Renon, comment on tient? Quand je vois, alors pas moi parce que je suis dans une école calme, mais quand je vois mes stagiaires, etc., je me dis mais comment ils tiennent, comment on tient, comment on est encore là, comment vous arrivez à venir encore passer un week-end alors qu'on en bave les uns les autres dans nos métiers. Donc à un moment je me suis dit, imaginons la FDP. Donc la FDP c'est un acronyme, ça je vous laisserai découvrir. En fait c'est une société secrète qui protège les profs. Et quand nous on va pas bien, vous êtes contacté par quelqu'un qui représente une société qui s'appelle les FDP. Et donc après, vous comprendrez pourquoi ça parle de Christine Renon, etc. Donc ce roman, j'ai mis 3 ans à l'écrire, je l'ai proposé à énormément d'éditeurs et tout le monde l'a refusé.
parce que c'est un premier roman, parce que l'édition c'est compliqué, enfin c'est pas grave. Donc j'ai travaillé avec une société qui s'appelle Librinova, où c'est moi qui paye l'édition du livre, auquel je tiens beaucoup. Juste pour parler chiffres, donc ça m'a coûté 2500 €. Bon, c'est tout ça, c'est un choix. Le principe de Librinova, c'est que si j'en vends 2000, et j'ai fait en sorte qu'il soit le moins cher possible, soit autant en numérique qu'en papier. Si j'en vends 2000, avec Librinova, on va voir des vrais éditeurs, on leur dit voilà, cette histoire, elle a intéressé 2000 personnes, donc il faut la ressortir en librairie, il faut qu'elle vive autrement, etc. Et alors moi, je suis un passionné de littérature et d'écriture, et je pense que vraiment cette histoire, j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien pour que cette histoire, ce roman, vous la portiez, et puis qu'on la porte tous ensemble, et dans l'édition, et peut-être ailleurs, etc. Alors après, je vais avoir du mal à en parler, je vais sûrement être ému, mais pour ça vous ne m'en voudrez pas. Je l'ai écrit il y a 3 ans, le roman, je l'ai terminé il y a 1 an, donc ça fait 1 an que j'essaie de convaincre les éditeurs, etc. Ça commence par, donc le personnage principal est un enseignant directeur d'école qui se fait agresser. Et ça se passe à Arras. Voilà. Je suis désolé. Oh, c'est dingue. On avait dit, ouais. Voilà, donc une histoire particulière parce que tu es allé sur place pour, parce que comme tout écrivain, tu es allé repérer les lieux et donc tu as repéré les lieux à Arras avant de pouvoir l'écrire. Et la coïncidence, effectivement, c'est que... Est-ce que Arras est une ville que j'aime beaucoup? Arras, ouais. Pourquoi tu avais choisi Arras, d'ailleurs? Arras, parce que j'aime beaucoup Arras. Et je me souviens, j'étais place des héros, enfin c'est hyper dur, hein, j'étais place des héros, je prenais des repères, etc. Et je me disais, Arras, il ne se passera jamais rien. C'est une ville tranquille, c'est beau, c'est pas dans la Belgique, moi j'en avais besoin pour mon roman, etc. Et je me disais, il ne se passera rien à Arras, quoi. Et là, on en est là. Alors c'est moi je ne l'ai pas lu, mais bon, il n'est pas sorti encore. Il n'est pas sorti. Sinon, on l'aurait mis, on en aurait acheté pour la librairie et vous auriez pu l'acheter. C'est des exemplaires auteurs, mais il va sortir, de toute façon, il y a moyen de le... Alors, je crois, si j'ai bien compris, en numérique, il est sorti déjà, et en papier, il sort le 13 novembre. Alors, c'est de l'auto-édition, mais moi, je trouve qu'ils ont fait vraiment un travail de qualité, le papier est beau, enfin, tout ça, c'est important. Hein. J'ai travaillé avec une éditrice qui m'a accompagné sur l'écriture du texte, etc. Et je me suis arrangé pour qu'il soit vraiment le moins cher possible. Donc je crois que la version numérique, je gagne rien, et la version papier, je dois gagner quelques centimes, c'est tout par livre. Mais je veux vraiment qu'on porte cette histoire parce elle nous représente dans ce qu'on vit. Et je serais ravi, quand vous l'aurez lu, quand vous en aurez offert un deuxième, etc. Non, mais c'est important que vous m'écriviez et que vous me disiez ce que vous avez ressenti à la lecture. Parce qu'il y a des choix. Moi, j'ai choisi d'en faire une comédie avec l'humour qu'on pratique avec Boilem. Hein. Il y a des parties avec de l'humour un peu gras, etc. Moi, c'est ce que j'aime écrire. Et puis, mais en même temps, ça raconte toute la destruction du service public, mais avec humour. Donc, c'est un choix littéraire. Donc, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis. Alors, FDP, parce que fils de prof, puisque le héros est comme moi, alors c'est pas autobiographique, mais le personnage principal est fils de prof, parce que fédération des profs, mais ça vous découvrirez ce que c'est. Et je vais me permettre un gros mot, mais ça vous le verrez dans le livre, parce que ce qu'on vit est quand même une sacrifice de puterie, et c'est tout le sous-texte du livre, c'est qu'on ne peut pas faire ça à des enseignants. Alors, je n'ai pas lu le livre, mais je pense que c'est très proche de ce qu'on vit au quotidien. Et cet après-midi, en discutant, enfin... J'ai ouvert le livre, en fait, voilà, je l'ai ouvert et puis j'ai commencé à lire. Alors, je suis tombée sur un passage, je vous le lis. Moi, j'ai pas lu le livre, je sais pas de quoi ça parle, mais ouais, c'est limite quand même. Moi, je vous lis pas un passage, voilà. Je suis pas tombée sur une scène. Voilà. L'inspectrice, toute dent dehors, est à 2 doigts de l'orgasme hiérarchique. Cette visite ministérielle, bien préparée et bien menée, est l'assurance d'une montée anticipée dans l'ascenseur hiérarchique de l'éducation nationale. En 30 ans de carrière, elle a coché toutes les cases de ce que l'institution attendait d'elle. Elle enfila les bonnes perles au bon moment, sut saisir sans y croire la soudaine passion d'une partie de la profession pour une tendance pédagogique ou le dernier rhétoriqueur à la mode. Elle convertit ses équipes au bienfait de la lecture globale jusqu'à conchier la syllabique qu'elle prit en adoration l'année suivante. Court passage, mais voilà, ça nous parle. Merci.
Donc, il y a quand même de grandes chances que ça parle à tous les enseignants, et donc ici présents, forcément, quand ça va sortir, tout le monde va acheter ce livre, et effectivement, si on peut en faire vendre 2000 pour que ça puisse ensuite vous aider et que ça puisse vous permettre de fonctionner, parce que je pense quand même que si Boualem et Steph, ça s'arrête parce qu'il y a un problème financier, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants quand même. Vous êtes quand même suivis par une communauté hyper importante. On serait foncièrement triste et on fera tout pour que ça n'arrive pas. Mais je pense que les enseignants feront tout pour que ça n'arrive pas. Et ce qu'on voulait dire en conclusion avec Boualem, en fait, on s'appelle Boualem et Steph parce qu'on voudrait vraiment être populaire dans le bon sens du terme. C'est que ce discours qu'on a sur l'école, cette défense de l'école qui nous tient vraiment à cœur tous les deux, parce qu'on vient de là chacun, le monde de l'éducation nous est cher, on voudrait vraiment le porter au plus de personnes possible. Donc on aimerait travailler sur des projets de fiction qui soient hyper populaires. Bon, on a déjà travaillé dans ce sens-là, mais bon, ça marche pas. On n'arrive pas à trouver les bons contacts. Mais pour que vraiment on raconte au grand public ce que nous, on vit. Et donc c'est un peu le projet qu'on s'est donné pour les années qui viennent. On adorerait faire une série ou une bande dessinée sur ce qui se passe dans les rues de Grenelle. Ce serait passionnant qu'on fasse comprendre ce qui se passe, quoi. Mais pour ça, il faut énormément de soutien. Et du soutien et du réseau qu'on n'a pas forcément, qu'on essaie de construire au fur et à mesure, mais extrêmement difficilement. Notamment dernièrement, on est en contact avec deux amis qui nous suivent depuis longtemps. On se suit mutuellement et qui sont illustrateurs et ils travaillent dans le monde de l'audiovisuel. Et eux, en y étant, ont du mal à travailler. Donc nous, en étant dans le milieu de l'édition, c'est encore plus difficile d'y entrer. Donc, vous voyez, la preuve, Stéphane qui sort son premier roman, obligé de le faire en auto-édition, alors qu'on a un passé qui est assez très actif chez plusieurs éditeurs, pas en plus, mais on a réellement besoin d'un maximum de soutien pour pouvoir continuer à avancer et pour essayer de développer des idées qu'on a, parce que les idées, on les a. Mais après, ça va être le temps qui va nous manquer parce qu'on travaille tous les deux. Et tout ce qui est fait est pris sur le temps libre de chacun. Donc, c'est extrêmement chronophage et vous nous dites souvent, vous nous faites du bien, mais on a aussi besoin de vous pour continuer à avancer en fait. On n'arrivera pas à le faire sans vous. Bien, alors je pense qu'on peut déjà les applaudir pour cette prestation. Merci pour votre écoute. Et je pense que... Et je pense qu'il y a des questions. Enfin, s'il y a des questions dans la salle, normalement, il y a des micros qui vont se promener. Si vous avez des questions sur la façon dont ils vont publier, dans la façon dont ils créent les chroniques, enfin, comment ça fonctionne. Je ne sais pas si... là-bas. Bonjour Aurélie, on écoute ta question. T'as vu, Merci Stéphane. Mais je peux Aurélie. Je suis vraiment une fan, alors je suis un peu émue de vous parler. Oui, alors moi ce que j'adore dans vos publications, c'est la team premier degré qui vous répond. Par exemple, quand vous faites un truc sur les appréciations sur les bulletins, et que vous mettez un truc mais vraiment ignoble, et qu'il y a des gens qui répondent « mais c'est horrible de dire ça à des enfants ». Moi, c'est ce que j'adore. Alors, je vous soupçonne de le faire exprès pour susciter ce genre de réaction. mais ça marche de moins en moins, parce que du coup, maintenant, vous êtes connus, et donc les gens se méfient, et il n'y a plus de réaction de la team premier degré comme ça, c'est dommage. Et après, j'avais une suggestion pour l'orga. L'année dernière, c'était Philippe Mérieux, le grand témoin. Je propose que l'année prochaine, ce soit Céline Alvarez. Mais quelle bonne idée, et on vient.
Surtout qu'elle va revenir, à mon avis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors après, juste pour répondre à ta remarque, on n'écrit jamais pour provoquer des réactions team premier degré. Alors par contre, il y en a autant qu'avant, mais sur Instagram, en fait, on les reçoit en DM, vous savez. Et donc on va refaire des publications avec les extraits, mais il y a toujours des commentaires croustillants. Moi, j'ai une question justement sur Instagram, parce que vous avez, en fait, Instagram, c'est quand même plus récent, et vous avez créé une communauté Instagram. Comment ça fonctionne, et en tout cas, comment vous gérez le truc? Instagram, on fait quasiment tout en story. Le fil d'actualité, c'est la rediffusion de ce qu'il y a sur Facebook et sur le site. Par contre, en story, là, l'idée, c'est tous les soirs, on a un rendez-vous où on fait se marrer les gens entre eux, en essayant d'être le moins possible dans la culture prof, mais de temps en temps quand même pour se rappeler à nos bons souvenirs. Mais l'idée, c'est vraiment de faire rigoler les gens entre eux. Et on voit souvent dans les commentaires des « Ah ben les garçons, moi je suis pas prof, mais vous me faites rire. Je suis ergothérapeute. Ah ben moi je suis chauffeur de bus. J'ai vu ça l'autre jour. Je suis chauffeur de bus et je me dis merde, bravo les profs pour ce que vous faites, etc. » Donc sur Instagram, il y a une communauté beaucoup plus ouverte que sur Facebook. Peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression. Et un peu plus jeune, et qui permet de raconter aussi notre métier à des gens qui ne le connaissent pas. Et inversement aussi. Je vais continuer de poser mes questions alors. Il y a eu Jean-Jacques Lemag, il y a eu Parents Prof Lemag, maintenant il y a Boilem et Steph. Au niveau du nombre de personnes qui vous suivent, est-ce que justement vous avez senti de plus en plus de personnes à vous suivre? Comment vous êtes au niveau justement des gens qui partagent, parce qu'on en a discuté un petit peu quand même, et le fait de partager, est-ce que c'est quelque chose qui est systématique ou pas? On a une audience en baisse sur le site, mais vraiment prodigieuse d'année en année, parce que les gens lisent de moins en moins. Enfin, c'est l'analyse qu'on en a, et que nous, comme ce qu'on aime avant tout, c'est du texte, et puis diffuser les photos de la communauté, on voit bien que petit à petit, les gens ne cliquent plus pour aller lire un texte. Quand un texte fait plus de 1500 signes, en général, il n'est pas lu. Ce qui fonctionne, c'est les photos. Mais pour autant, comme on est con, on continue parce qu'on adore écrire. Et puis en termes d'abonnés, on perd aussi beaucoup. Depuis le mois de janvier, là, depuis Boilem et Steph, ça s'effondre. Puis peut-être que ça remontera plus tard. Peut-être parce qu'il y a des profs qui ne s'y retrouvent plus, ou enfin je ne sais pas. Ou les gens quittent les réseaux. Mais encore une fois, c'est pas grave, je crois qu'il faut. Nous, on a une idée, c'est d'ouvrir au maximum pour raconter notre métier. Donc bon, si on perd quelques milliers d'abonnés ou un peu plus, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. Puis on teste des choses surtout. On est toujours en laboratoire régulier, donc on essaie de nouvelles choses, on essaie de voir ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, on le garde de côté. Ce qui a amélioré, on essaie de l'améliorer. On essaie de faire de plus en plus de vidéos, même si c'est moins notre truc, parce que il faut, comme on disait tout à l'heure, maintenant il y a une obligation, comme on est sur les réseaux, qu'on est assez suivi, on n'a pas trop le choix. Du coup, vous allez voir de plus en plus notre tête sur des espèces de petites parodies, des petits sketchs. On essaye à notre niveau de faire. Donc, on voit que ça fait un petit moment que vous vous connaissez tous les deux, et moi j'aurais aimé savoir quelles étaient vos sources d'inspiration quant à l'humour, quels étaient les humoristes qui vous inspirent et que vous aimez. Moi je me souviens quand j'étais petit, mais c'est un vrai souvenir, hein, je regardais, comment ça s'appelait, c'était horrible, Cocori Cocoboy. Stéphane Collaro. Alors je devais avoir 10 ans. Je regardais ça et avec je soupçonne. Est-ce que mon père m'écoute en ce moment? C'est possible, hein. Ouais. Je soupçonne mon père de regarder la Playmate. Pour ceux qui ont connu, il y avait une Playmate le samedi soir. Je regardais ça, j'étais navré, je me disais c'est pas drôle. Et quelques mois, ou années plus tard, est arrivée une chaîne qui s'appelait Canal+. Et alors, je me souviens très bien du premier soir où j'ai vu le JTN des nuls. C'était en 89, je crois. Et j'ai vu Alain Chabat et Gareth Lebier Farrugia. J'ai regardé. Bon, je ne vais pas encore dire un gros mot, mais non. Mais je connais leur sketch par cœur et je me disais, je veux faire ça, je trouve ça
extraordinaire d'être à la fois aussi grossier, mais en même temps d'être dans le fond. Et je me souviens, j'ai dit à mon père, un jour je ferai ça. Il m'a dit, ouais, ben, tu feras prof et puis tais-toi. Et donc moi, vraiment, ma grande source d'inspiration, c'est les nuls, et sinon l'humour anglais, type Monty Python, etc., ou les Robin des Bois, pour ceux qui ont connu en France, l'humour, le non-sens français, quoi, anglais. Bah, on se retrouve sur le mot anglais avec Stéphane, et moi c'est plus la période Les Inconnus. On a quelques années de différence, donc moi, ma génération c'est plus Les Inconnus que j'ai suivi, même si j'aime beaucoup les nuls, et évidemment les Robin des Bois avec qui on a travaillé d'ailleurs il y a quelques années. Oui, c'est tous les sketchs, toutes les mises en scène, tout ce qu'on peut raconter de manière complètement ubuesque et d'essayer de le jouer presque au premier degré, mais toutes les idées qui peuvent nous passer par la tête, se dire tiens, vas-y, pourquoi pas on le tente. Et j'ai toujours adoré ça, la mise en scène, les sketchs. Bon, le problème c'est de les jouer, mais voilà, on se retrouve pas mal et là-dessus. pour finir, le plus gros fou rire qu'on a eu ensemble, je crois, devant un humoriste, c'est quand on allait voir tous les deux Jérôme Commandeur. Donc moi je suis un fan absolu des textes, notamment des chroniques radio, et on allait le voir sur scène, mais alors là moi tu te rappelles, enfin, c'était Comte de Boudherbala. une qualité d'écriture qui est vraiment magnifique, quoi. On avait bien rigolé aussi. Ouais, et lui et le comte de Boudherbala, pour ceux qui connaissent, mais ouais, Jérôme Commandeur, assez haut niveau d'écriture et de jeu. Blanche Gardin actuellement aussi, qu'on idolâtre. Donc ouais, voilà. Bonsoir. Alors dans le genre truc un peu con et pourquoi pas en France, avec quelques copains du Nord et d'ailleurs, on aimerait bien faire un projet un peu con avec des gens qui veulent s'amuser, mais aussi parler de l'école. Et est-ce que vous faites du vélo? Est-ce qu'on fait du vélo? Ouais. Est-ce qu'on passerait... Alors je vois pas le rapport, mais... Eh ben, on pourrait s'en parler, mais en fait, on aimerait bien monter un truc un peu particulier, un peu décalé pour parler de l'école. D'accord. Et l'idée, ce serait de mobiliser autour de ça d'une façon un peu différente. Et c'est un peu l'esprit que j'ai l'impression, enfin en tout cas, je me retrouve vachement dans ce que vous dites ce soir et dans ce que vous faites au quotidien. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors, avec grand plaisir, et dès qu'on pourra t'aider, on va t'aider. Oui, on peut se voir tout de suite après. Ouais, l'idée, en fait, poser, je le dis, ça peut peut-être intéresser d'ailleurs tout le monde ici. Par contre, je fais pas de vélo, moi. Non, mais après, il y aura un camion. Il y en a tout neuf. Il y aura un camion. On voudrait organiser une chose qui serait une sorte de Tour de France, un truc dans le genre. Génial. Pour, voilà, avec un côté rigolo, un côté militant, sans doute des soirées pour débriefer. Voilà. Et nous, en partant du Nord, après, il y a plusieurs sections qui sont déjà intéressées. On n'en est qu'au balbutiement, mais en tout cas, l'envie est là. D'accord. Mais avec, si on peut se dire, avec grand plaisir. Génial. À tout à l'heure. Bon, on ne fera pas le Tour de France, mais on pédalera un peu, quoi. Juste pour expliquer, parce que ce qu'ils ont fait, ce que tu dis pas, c'est qu'en fait, il y a 2 ans maintenant, c'était il y a 2 ans, ils ont fait un Roubaix-Paris à vélo, des enseignants, qui s'arrêtaient systématiquement dans des circonscriptions. C'était pour montrer la pénurie d'enseignants, notamment de remplaçants, et de montrer qu'il y avait des problèmes de remplacement partout. Et on relayait, enfin c'était relayé sur les réseaux sociaux, ils sont arrivés jusqu'à Paris. Et jusqu'à la rue de Grenelle. Enfin, l'idée c'était de montrer les difficultés de l'école, et c'était sur une forme comme ça. Donc c'est vrai qu'on a été relancé pour le refaire effectivement l'année dernière. On a eu beaucoup. C'est difficile au niveau de l'organisation, mais si on a effectivement un relais. Voilà, bon, ça va se passer, pour toute explication, ça va se passer au bar après. Et puis, alors, ce que j'ai compris, c'est que quand ils buvaient quand même un peu trop, ils étaient capables de faire beaucoup de choses. Ne me faites pas boire, je vous en supplie. Mais non, par contre, avec plaisir, on en discute et puis on voit comment on peut nous relayer, pouvoir faire un petit peu, parce ça se voit pas, mais on n'est pas des grands cyclistes. Mais ouais, avec plaisir, avec plaisir. Oui, il y a le vélo électrique. On va au bar? On a parlé du bar, on a parlé d'aller boire des coups et de discuter autour d'une bière. Donc je crois qu'effectivement,
on va pouvoir vous remercier pour cette présentation. Merci beaucoup. Quand Guylaine nous a appelé avant l'été, elle me dit bonjour, je m'appelle Guylaine. On aimerait vraiment que vous veniez. C'est un petit atelier, il y aura 30 personnes. Tout ça. Alors non, je n'ai pas dit ça. Ah non, attends. Et après, elle me dit, ça se peut que ça monte à 100. Et hier soir, donc, je suis arrivé à 23h et on me dit, il y aura 400 personnes. Eh ben, comment dire, j'ai pas très bien dormi. C'est vrai, hein, cette nuit, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'on va dire, merde. Donc, et alors, tout ça pour dire, on était vraiment contents d'être là tous les deux, et vraiment merci pour votre écoute, et merci vraiment à l'accueil et à l'organisation et pour l'invitation. Merci beaucoup. Et je pense... Et vraiment, je pense que l'objectif de faire le pas de côté dans cette université d'automne, là, je pense que, il est atteint ce soir parce qu'on a vraiment eu ce pas de côté qui nous permet effectivement de rire aussi effectivement de notre métier, de nos difficultés et qui nous permet d'échanger. Donc merci vraiment à tous les deux. Merci à tout le monde, merci beaucoup.